Bonjour à tous. Donc bienvenue au webinaire épisode 4. Cet épisode portera aujourd'hui sur le thème de personnalisation en vue. Cet épisode est donc le quatrième de cette web série proposée par LGM, et donc c'est une web série dédiée aux métiers training et médias. Donc bienvenue à tous. Ce que je vous propose, c'est de démarrer rapidement par une rapide présentation donc, des deux speakers. Donc je me présente, donc je suis Romain Beaumont, je suis responsable du pôle médiatisation, et donc du coup c'est un pôle qui est en charge de réaliser toute la partie médiatisation pour la documentation et la formation. Et donc ça fait 7 ans donc que je suis chez LGM Digital. Du coup, Pierre Lévy, je participerai aussi à cette présentation. Moi, je suis chef de projet Digital Learning chez LGM, donc avec les équipes de Romain, sur des projets de développement, on va dire, de parcours de formation, ce que vous avez peut-être eu l'occasion de voir au travers des précédents épisodes de cette série de webinaires, et également sur la phase de développement de moyens pédagogiques, donc qui sera le sujet du jour. Alors je vous propose de démarrer rapidement par le sommaire. Donc ça devrait durer une demi-heure, avec ensuite une série de questions. On répondra à vos questions. Donc le déroulé, donc ça va être en 4 parties. Donc la première, ça va être un rappel donc de la méthode donc ADI, avec ensuite un focus sur la partie développement. Un chapitre 2 où là on va vraiment faire un focus sur les moyens pédagogiques, donc tous les médias aujourd'hui mis à dispo pour la formation. Ensuite l'équipe qui réalise tous ces médias. Et ensuite, la partie 4 et 5, donc, qui sera présentée par Pierre Lévy, donc, qui est un use case très précis de développement, des démonstrations et la conclusion. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de rapidement reprendre donc, cette méthodologie donc, ADI. Donc, c'est une méthode donc, qui est en 5 phases. Aujourd'hui, donc, la première phase, donc, analyse et design, c'est ces 2 phases donc, qui permettent donc, de clarifier les enjeux et définir les modes d'apprentissage. Ces 2 phases donc, ont été présentées au travers d'un précédent webinaire, donc n'hésitez pas à aller voir les replays si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur la partie donc développement, cette troisième étape, et ensuite donc dans cette méthode ADI, on a ensuite les deux dernières phases qui sont l'implémentation et l'évaluation. Donc cette phase de développement qu'on va voir aujourd'hui donc ensemble, elle permet en fait de produire donc tous les médias qui permettent de faire du coup cette formation. Et aujourd'hui, elle est définie, donc tous ces moyens pédagogiques donc, sont définis au travers de la phase design, donc c'est important de le préciser. Et donc, dans cette phase design, on définit donc les moyens pédagogiques et les modes d'apprentissage. C'est donc dans cette phase, en fait, que là, développement, qu'on va réaliser vraiment tous ces médias de formation. Donc aujourd'hui, tous les médias mis à disposition, ça va être donc tous ces médias-là que vous voyez à l'écran. On a différents moyens pédagogiques aussi qui sont à notre disposition, qui permettent donc du coup à l'apprenant d'avoir une meilleure rétention d'informations. C'est ça aujourd'hui l'objectif, c'est que l'apprenant soit toujours acteur de sa formation, impliqué, mobilisé et motivé dans l'apprentissage. C'est quelque chose de très important du fait que ce soit en distanciel. Et donc l'idée, c'est de proposer des médias qui peuvent être assemblés les uns aux autres, comme on le verra un peu plus tard dans les démos, que ce soit par exemple un e-learning qui va permettre donc, du coup de rendre une formation donc, disponible facilement, d'avoir des éléments ludiques et surtout facilement personnalisables pour impliquer toujours l'apprenant. On peut du coup intégrer dans ces learnings tout type de médias qu'on va découvrir juste après, qui est par exemple la vidéo ou la cinématique 3D, qui là permet eux de présenter des éléments pour les rendre vraiment intelligibles, que ce soit une notion, que ce soit un processus ou alors des gestes directement. L'idée, c'est qu'il peut y avoir aujourd'hui une variété d'éléments en vidéo. Ça peut être de la vidéo réelle, ça peut être du motion design, ça peut être de la cinématique 3D. Bref, c'est d'intégrer des éléments en vidéo qu'on peut mettre directement dans un e-learning. Ensuite, on va avoir d'autres types de médias, comme par exemple la réalité virtuelle ou la visite virtuelle. Ça, c'est des médias qui permettent vraiment d'assurer une immersion totale de l'apprenant pour découvrir un programme, pour découvrir un hangar ou voilà différents éléments. Ça permet vraiment de l'intégrer, de se retrouver dans un espace pour les découvrir. Ensuite, on va avoir un élément qui va être plutôt transverse, ça va être tout ce qui va être infographie et graphisme. Ça va permettre du coup de rendre le média plus attractif, de le rendre plus ludique, plus attractif, et vraiment de le faire aussi par rapport à la population cible, pour vraiment toujours impliquer l'apprenant dans sa formation. Et enfin, on a deux autres médias qui sont la réalité augmentée et le serious game. Donc lui, la réalité augmentée, c'est vraiment là pour acquérir, renseigner de l'information. Voilà, aujourd'hui, par exemple, avec des tablettes où on va mélanger
le réel et la 3D pour vraiment donner du coup du contexte et de l'information aux apprenants. Et enfin, la partie Serious Game, où là, on va vraiment transformer la formation pour que se passe vraiment sur des médias où l'apprenant est vraiment en action. C'est quelque chose où il va évoluer dans un univers, on va être vraiment dans un élément type jeu vidéo, où là, ça va être ludique, ça va être libre, ça va être lui de rechercher comment avancer pour justement qu'il se forme au travers de ces petits jeux. Pour réaliser tous ces médias, aujourd'hui, il y a une équipe, donc le pôle médiatisation, qui est aujourd'hui composé de plein d'experts, que ce soit des concepteurs pédagogiques, que ce soit des vidéastes, des infographistes 3D, des designers, des spécialistes e-learning ou des développeurs. Tous ces experts composent aujourd'hui le pôle média et permet aujourd'hui pour les différents projets, quand on va créer par exemple des e-learning, on a besoin de vidéos ou de la captation ou des choses comme ça, on peut donc réunir tous ces experts dans un même projet et profiter donc pour mener à bien les différents médias. Donc aujourd'hui, il faut savoir donc que cette équipe donc elle est dirigée par mes soins, mais elle est aussi surtout encadrée par la DTI, donc la direction technique et innovation, sur les deux métiers, donc qui sont le training avec Gilles Baudou que vous avez pu découvrir dans des précédents webinaires, et enfin Nicolas Bob sur la partie digitalisation que vous avez également pu découvrir au travers d'autres webinaires. Je voulais juste vous préciser également là sur le déroulé de la présentation, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les renseigner dans l'onglet questions. On passera un peu de temps avec Romain à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un use case. Et avant de rentrer dans ce use case de développement, je voulais un peu parler des bonnes pratiques du e-learning. Ici, on va vraiment s'attarder à la modalité e-learning. Et donc, je voulais revoir avec vous très rapidement les 3 axes qui vont guider le développement d'un e-learning. La première chose, c'est la multimodalité des moyens pédagogiques. Alors, on peut le voir au global sur un parcours de formation en mixant en fait présentiel e-learning en faisant du blended learning. Mais on peut également le voir au niveau d'un e-learning en tant que tel, avec la mixité des médias qu'on va appeler dans ce e-learning. Le deuxième axe, c'est la charge mentale, c'est-à-dire diffuser l'information juste nécessaire et également la structurer, l'organiser pour qu'il y ait une suite logique et que l'apprenant intègre bien cette information. Et le dernier point, c'est le storytelling. Donc, c'est impliquer l'apprenant dans sa formation au travers d'une histoire, en tout cas en lui racontant quelque chose qu'il connaît, en l'intégrant dans son environnement de travail. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers et c'est ça qui va organiser en fait la phase de développement d'un e-learning. Donc c'est ce que je voulais vous présenter dans les slides qui vont suivre, c'est un use case de concrètement comment on passe d'un plan de formation qui a été défini en phase de design du process ADI à un e-learning développé et fonctionnel et déployé pour les apprenants. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on se mette ensemble un peu dans un cas pratique en partant du principe que vous êtes responsable de formation dans un groupe d'industrie automobile. Vous avez à votre charge la construction des parcours de formation, vous avez à votre charge l'organisation des sessions de présentiel, mais également le développement de modalités pédagogiques de tout type, et notamment de e-learning quand c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, quand vous partez en phase de développement, vous avez bien défini vos objectifs pédagogiques dans votre plan de formation, et c'est ce que je vous remets ici à l'écran. Alors c'est un extract pour que ça soit plus lisible là, sur un format PowerPoint, mais dans ce plan de formation tel qu'il a été défini, on a la création d'un module de sécurité en atelier mécanique qui a été défini avec 2 objectifs d'apprentissage. Le premier, expliquer les règles de sécurité applicables, et le deuxième, appliquer les mesures d'atténuation. Et ça pour diverses raisons, notamment parce que on touche un grand volume de population, parce que les messages à faire passer sont relativement simples. Il a été choisi de le développer en e-learning. En e-learning basé sur 2 méthodes, une partie théorie dans un premier temps et une partie pratique entre guillemets. On parle bien ici de pratique e-learning. Mais quand vous cherchez en fait à développer ça, concrètement, qu'est-ce qu'on va développer? Parce qu'on a un certain nombre d'objectifs pédagogiques et on a une modalité, on va dire, assez haut niveau, qui est le e-learning. Il y a plein de possibilités. Concrètement, comment on va s'organiser pour arriver à développer quelque chose qui est pertinent pour les futurs apprenants?
Pour ça, la méthode qu'on déploie, c'est dans un premier temps se pencher sur l'objectif pédagogique et se poser la question concrètement, cet objectif pédagogique, mais en fait, quelles sont les règles de sécurité qui sont applicables? Et pour ça, on va prendre le cas ici de une note interne qui détaille, en tout cas qui est le document de référence pour la sécurité en atelier et qui vous explique qu'en fait, dans les ateliers, on maintient la sécurité au travers de 4 axes. C'est les 4 axes qui sont affichés ici à l'écran. La mise en sécurité du véhicule, la mise en sécurité du périmètre d'intervention, la mise en sécurité de l'espace et la mise en sécurité de l'opérateur. Donc déjà ici, vous avez une vision beaucoup plus fine du contenu de la structure de votre e-learning. Et ça, c'est quelque chose qu'on va formaliser dans un document qu'on va appeler une trame de storyboard, un script, en fait, qui est une version un peu plus étoffée du plan de formation, dans lequel on retrouve bien notre objectif pédagogique, qu'on vient étoffer de la notion fine qu'on va avoir à faire passer dans notre moyen pédagogique. Ici, on retrouve nos 4 catégories. Par contre, en termes de développement, pour l'instant, on sait toujours que c'est du e-learning, mais on ne sait pas trop quels sont les médias qui vont être appelés. Et ça, c'est la deuxième phase. C'est maintenant, je reprends mon plan de formation. C'est de la théorie, c'est du e-learning. Mais en fait, on se pose la question, quelles sont les solutions e-learning qui vont nous permettre de passer ce message? Et ça, à notre sens, en tout cas à mon sens à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a tout un tas de médias qui sont à notre disposition, qui sont développés par notamment nos équipes. Et l'idée, c'est de venir arbitrer sur chacun de ces médias et ce qui va être pertinent pour cette notion. Alors, dans ce cas précis, on pourrait penser typiquement à une vidéo explicative. On peut prendre un exemple, tourner une vidéo dans un atelier mécanique et venir faire des zooms, en tout cas des points d'attention sur les zones qui sont relatives à la sécurité. Ça pourrait être une solution. On pourrait penser à une vidéo interview d'un expert de la sécurité qui va nous expliquer les différents axes. Ici, je ne pense pas que ça soit une solution extrêmement pertinente dans le sens où cette vidéo interview, elle va être un peu décorrélée du contexte que les apprenants connaissent, de l'atelier, de ce que les opérateurs connaissent. Une autre solution, ça pourrait être d'utiliser, on va dire, des vues e-learning un peu plus classiques, ce que tout le monde connaît à l'heure actuelle dans le e-learning, qui sont des vues animées avec de l'infographie, une voix off, des messages qui sont passés en audio et en visuel. Ici, ça peut être une solution qui peut être recommandée dans le cas où le budget de développement est relativement faible. Et par contre, l'inconvénient de cette solution, c'est que, encore une fois, on est complètement décorrélé de l'environnement que connaissent les apprenants. Le juste milieu pour avoir un coût de développement relativement faible, mais toujours rester dans le contexte apprenant, c'est d'utiliser par exemple la photo dans l'environnement de travail sur laquelle on viendrait mettre en évidence un certain nombre de points, de hotspots, de points d'intérêt, sur lesquels on viendrait détailler les différentes notions. Et ici, c'est un peu ce qu'on a choisi. Alors, on a fait quelque chose d'un peu particulier. On est reparti de cette idée de prendre une photo dans l'environnement de travail, mais on s'est dit, la notion est relativement simple. Par contre, elle est très critique dans le sens où on veut absolument que les opérateurs, à l'issue de la formation, aient bien retenu les messages. Donc, on a choisi d'utiliser un média un tout petit peu plus lourd pour favoriser l'attention des apprenants. Et on s'est dit, à partir d'une maquette numérique, on peut recréer l'environnement tel que les opérateurs le connaissent, effectuer un rendu réaliste, donc pour être au plus proche de ce que les opérateurs connaissent, et de la même façon que pour la photo dans l'environnement de travail, revenir mettre de l'information contextuelle au travers de hotspots. Et donc ça, c'est ce qui a été choisi. Je reprends ma trame de storyboard, qui est donc mon autre fichier, et maintenant, je sais dire, en face de chacune de mes notions, comment je vais passer le message. Donc, certes en e-learning, mais en e-learning à l'aide d'un rendu 3D et à l'aide d'un hotspot. Ça, c'est pour le premier objectif pédagogique. De la même façon, pour le second objectif, on peut se poser exactement les mêmes questions. Appliquer les mesures d'atténuation, globalement, ça va être les mêmes notions que sur le premier objectif. Par contre, on a la notion d'appliquer. Donc ici, on passe en pratique e-learning, entre guillemets, bien évidemment, la pratique, puisque ce n'est pas de la pratique sur atelier, mais une forme d'interactivité avec le e-learning qui va permettre à l'apprenant de se replacer dans le contexte qu'il connaît et de pratiquer la notion. Et ça, de la même façon, on se pose la question, en e-learning, quelles sont les méthodes pour faire ça? Celle qu'on connaît tous, c'est le QCM classique tel qu'il existe dans les e-learning, format question-réponse, format avec un certain nombre d'interactivités, mais où les apprenants se posent des questions. Encore une fois, l'inconvénient de cette méthode, c'est on est complètement décorrélé du milieu que les apprenants connaissent. Et ce qu'on a choisi de faire ici, et je vais vous le montrer juste après, c'est d'utiliser une visite virtuelle dans laquelle on va gérer de l'interactivité avec l'apprenant en travers de la visite virtuelle et on va lui demander de repérer des points qui sont importants pour la sécurité. Donc ça, c'est vraiment pour la partie théorie sur le développement.
Maintenant, on peut regarder ce que ça donne une fois développé. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer par la suite. Donc ici, on se retrouve sur le module e-learning tel qu'il a été développé. Alors, je suis désolé pour la présentation, ça risque d'être un peu pas très fluide du fait de l'outil. Je vais essayer d'aller relativement lentement. Sur ce e-learning, on arrive sur un menu où on retrouve bien notre structure, nos deux objectifs pédagogiques, la partie théorie et la partie application. Allons voir du coup ce que ça donne en théorie. On retrouve ici notre fameux rendu 3D, donc une photo d'un environnement que connaissent les apprenants, avec nos 4 points d'intérêt. Et nos 4 points d'intérêt, en fait, ils correspondent aux notions qu'on a identifiées en phase de début de développement, de spécification du développement. Donc, je retrouve bien mes 4 informations avec exactement les mêmes notions. Un paragraphe explicatif supplémentaire. On pourrait imaginer qu'il est toujours issu de cette fameuse note interne qui nous a servi de référence. Donc ici, je peux consulter mes 4 hotspots. Et suite à cette consultation, on m'invite à passer à la partie suivante. Donc ici, déjà, on peut considérer qu'on a répondu au premier objectif pédagogique. C'est à l'issue de la formation, je suis capable de lister les 4 axes de la sécurité en atelier, plus quelques notions supplémentaires. Et on passe dans la deuxième partie, qui est ici l'évaluation immersive, en tout cas la partie pratique, où on se retrouve encore une fois dans une vie virtuelle, donc dans un environnement que les apprenants connaissent, un environnement dans lequel je suis capable de naviguer. Et ici, on vient m'expliquer, l'objectif, c'est que selon les 4 axes, toujours les mêmes, vous soyez capable d'identifier dans cet environnement les éléments qui sont importants à la sécurité et de les identifier et de cliquer dessus dans la vie virtuelle. Donc, on a déjà dans un premier temps la mise en sécurité du mécanicien. La mise en sécurité du mécanicien, on a vu au travers de la partie théorie, c'est principalement le port du EPI. Ici, je sélectionne les bots qui sont une modélisation des EPI. On a la mise en sécurité du périmètre d'intervention. Je pense que la cigarette en atelier, ce n'est pas forcément une bonne chose. On va considérer que c'est un point d'intérêt. On a la mise en sécurité du véhicule. Donc le véhicule en tant que tel doit avoir une procédure de mise en sécurité. J'indique en cliquant toujours sur la visite virtuelle que je mets en sécurité le véhicule. Et enfin, on a la mise en sécurité de l'espace lié à la procédure. Et là, je pense que cette pièce, elle ferait mieux d'être dans l'étagère plutôt qu'ici. Donc, je sélectionne cette pièce et je considère que ici, à ce moment-là, j'ai répondu à mes 4 axes. Et donc, pour ça, je les sélectionne. Je considère que j'ai bien répondu et je clique sur voir mes résultats. Et il se trouve qu'effectivement, j'avais bien répondu et j'avais accès à... et en tout cas, j'ai répondu à la totalité de l'objectif pédagogique, donc j'ai bien identifié les 4 notions à voir. Le e-learning, il fait typiquement appel à un média, et c'est ce qu'on essaie de vous présenter. Enfin, 2 médias, un média plutôt simple qui est une image pour la partie théorie, il y a un deuxième média sur la visite virtuelle, où on vient gérer une certaine interactivité entre le module e-learning en tant que tel et le média qui est produit derrière, qui est la visite virtuelle. Je peux te muter vite fait. Et du coup, je voulais rajouter, c'est vraiment dans ce type d'exemple, là, concrètement, où on voit les différents intervenants du projet. On va avoir le développeur qui va intégrer une visite virtuelle dans un outil tel que Storyline. On va avoir tout ce qui va être l'ingénierie pédagogique pour définir les notions. On va avoir une graphiste spécialiste en UI, en UX design pour bien faire un template adapté pour pas qu'il soit trop riche, qu'il soit vraiment élaboré. Et là, on voit que les différents types d'expertise s'interfacent donc dans la production d'un module, se coordonnent pour justement avoir la partie ingénierie pédagogique et la partie storyboard, ensuite la partie production où là, on va définir le template pour qu'il soit adapté aux besoins, la partie donc contenu avec le spécialiste e-learning qui lui va intégrer, finalement transformer ce storyboard en un produit réel et exploitable, et enfin des développeurs qui vont ensuite intégrer donc des médias comme par exemple de la visite virtuelle. Et tout ça peut être aujourd'hui exportable en format SCORM pour être mis sur un LMS et donc avoir un retour sur
sur les questions et suivre les apprenants au travers de ce LMS. Pour continuer un peu dans cette optique-là, ce qu'on voulait vous présenter ensuite, c'était un peu. On ne pourra pas vous présenter la totalité des possibilités du e-learning. Il en existe des dizaines et des dizaines. L'idée, c'est avec Romain, on a essayé de catégoriser ça au travers de grands types de e-learning. On voulait vous en présenter quelques-uns, vraiment des réalisations. Encore une fois, on ne va pas pouvoir vous montrer des réalisations très poussées du fait que les clients qu'on a à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est principalement de la donnée sensible. Et du coup, malheureusement, ces réalisations-là, on ne va pas pouvoir vous les présenter. Mais on a essayé de vous faire un package qui est plutôt représentatif des possibilités du e-learning. Donc la première grande catégorie, en fait, c'est ce qu'on a appelé le e-learning simple. C'est plus ou moins le e-learning qu'on connaît tous, c'est-à-dire un e-learning qui est principalement basé sur une forme d'infographie, avec un discours relativement descendant, une scénarisation qui est très linéaire, et un niveau d'interactivité avec l'apprenant. Donc typiquement, c'est ce qu'on a ici à l'écran, où on dit voilà une infographie, voilà les catégories qu'on veut vous présenter aujourd'hui, et si vous survolez, vous avez un repérage de cette catégorie par rapport au corps humain. Donc ici, on est vraiment sur un niveau d'interactivité certes existant, mais relativement léger au vu des possibilités du e-learning. Dans ces e-learning, on a également des types de vues encore un peu plus classiques, où là, l'idée, c'est d'avoir une voix off, un discours pédagogique, où on passe la notion, et par rapport à ce discours, par rapport à cette voix off, on a l'ancrage visuel des éléments dont on nous parle, pour vraiment garantir une meilleure rétention de l'information. Ça, c'est vraiment des types de e-learning simples, c'est de l'infographie, donc ça fait appel principalement à des compétences de conception pédagogique et d'intégration dans des logiciels de développement e-learning type Storyline. Sur ce type de e-learning, on a également souvent l'appel à du quiz, donc au travers soit d'exercices, soit de QCM, du quiz qui peut être relativement varié. Ici, dans ce module, l'idée, c'était de reproduire l'action dans un logiciel. Donc ici, retrouver le cheminement que doivent faire les apprenants dans le logiciel. Et ça, encore une fois, comme le disait Romain tout à l'heure, c'est des choses qui sont scormées, sur lesquelles on est capable de récupérer un certain nombre de résultats. Donc ça, c'est vraiment pour le e-learning simple. Le deuxième type de e-learning qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà plus graphique. Donc avec l'intervention d'un graphiste, et ici un certain niveau de scénarisation. Ici, le module que je vous présente, c'est un module de onboarding qu'on utilise chez LGM pour les nouveaux arrivants, pour leur présenter l'organisation entre guillemets de la société, et également une rapide présentation des locaux. Et pour ça, on a choisi d'utiliser quelque chose qui est relativement scénarisé, et également de reproduire l'environnement LGM tel qu'il existe à l'heure actuelle au travers de planches graphiques. Donc là, on nous demande de rentrer notre nom, prénom. On verra que ça, c'est déjà une des mécaniques qu'on utilise dans les modules gamifiés. Je vous le présenterai juste après. Et ici, on nous dit « Bienvenue chez LGM, prenez l'ascenseur. » Et on va arriver dans les bureaux. Donc ici, on se retrouve au premier étage, qui est l'étage LGM Digital. Et ce qui a été fait ici, c'est vraiment une reproduction en dessin des bureaux LGM. Je vous garantis, on est à l'heure actuelle dans les bureaux et c'est vraiment exactement les mêmes. Et encore une fois, de la même façon qu'on voyait tout à l'heure, un peu avec une certaine interactivité dans cette visite, avec l'utilisation de hotspots. Et ici, typiquement, on peut venir présenter les différents éléments. Alors ici, on a intégré une vidéo pour présenter nos activités. Là, on avait la présentation du bureau. Ce bureau est le bureau de notre directeur général. La consultation des plaquettes. La présentation des occupants d'un second bureau. Et on peut naviguer comme ça un peu dans tous les locaux LGM et voir comment s'organiser les locaux et globalement quelles sont les activités.
Donc voilà l'idée de ce type de e-learning. L'aspect graphique ici, il permet, je pense, d'intégrer vraiment l'apprenant dans sa formation, de le rendre intéressé, et la notion d'interactivité, de le rendre acteur, donc c'est-à-dire d'aller chercher l'information. Donc ça, c'est vraiment un deuxième type de e-learning. Le troisième type que je voulais vous présenter, donc c'est ici sur un très médiatisé, c'est un peu le pendant de ce que je vous montrais sur le use case, où ici je voulais vous présenter des médias un peu différents. L'idée, c'est ici d'avoir une présentation du moteur, donc sur un modèle 3D qui est basé vraiment sur une maquette numérique de bureau d'études, par exemple, qu'on est capable de traiter, alléger, texturer pour l'intégrer dans un module e-learning qui peut être consulté sur à peu près n'importe quel navigateur et n'importe quelle machine. Et ici, encore une fois, on a du contenu contextuel où on vient nous expliquer, on clique sur différents éléments et on nous indique que ici, c'est la boîte de vitesse avec un certain nombre d'informations pédagogiques associées. Encore une fois, là, on a vraiment un jeu de variables. On a une communication entre le média, qui est le modèle 3D que vous voyez à l'écran, et la partie e-learning qui affiche du contenu pédagogique supplémentaire. Et ici, une fois qu'on a consulté les différents hotspots, on peut passer à la partie suivante. Où ici, l'idée, c'était de vous présenter un peu la partie animation 3D. Le QCM augmenté, comme le dit Romain. Ça prend un peu de temps. Donc ici, c'est vraiment, encore une fois, sur la base d'un média, venir poser des questions. Ici, on est sur une procédure de dépose de la rampe. J'ai bien répondu. On passe à la question suivante. Et donc là, la procédure est jouée en animation 3D. Et l'idée, donc, c'est, en fait, si vous voulez, c'est de répondre à ces questions pour jouer cette procédure. Donc, on nous demande, la première étape, c'est démonter les écrous de raccordement. On nous demande la taille de la clé. Une clé de 13, c'était une clé de 13. Et la procédure va se jouer comme ça. Donc, on a un niveau d'interactivité, c'est-à-dire que l'apprenant se repère, encore une fois, par rapport à une maquette numérique, par rapport à un environnement qu'il connaît. Et en plus de ça, on est capable de lui poser un certain nombre de questions pour ancrer l'information et le faire, entre guillemets, pratiquer en format e-learning. Donc ça, c'est un autre type de e-learning très médiatisé. Encore une fois, ces médias, il en existe une variété énorme. Et l'idée, c'est de les mixer et de les choisir à la juste pertinence du besoin. Dernier type de e-learning que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler un e-learning gamifié. Où ici, on est sur quelque chose de relativement simple. L'idée, c'est de retrouver un peu un petit jeu de smartphone tel qu'on le connaît et on nous explique que globalement, il faut aider à réparer notre chaîne de production qui est cassée. Et à chaque fois que je vais gagner, que je vais réussir à réparer, je vais gagner un badge, en tout cas une récompense, me remerciant pour mes réponses. Donc ici, on est aussi sur quelque chose de relativement scénarisé. Et donc, comme on le disait au début de la présentation, c'est pour impliquer l'apprenant, lui donner un but et l'impliquer dans sa formation. Le contenu des questions est du contenu purement théorique relatif à la formation qui était présentée ici. Donc ici, on voit un peu des formats de quiz différents. Et donc là, on me dit, voilà, typiquement, j'ai gagné un badge. Félicitations, vous pouvez passer à la suite. Voilà un peu pour l'aspect démonstration. Je peux repasser sur les planches. Donc, ce que je vous disais, c'est des e-learning, il en existe beaucoup de types différents. Et une e-learning simple, le graphique, le interactif, ce que je vous ai présenté, le très médiatisé, le gamifié. À noter que le gamifié, encore une fois, c'est une grande catégorie et on peut en imaginer plusieurs types. On peut également imaginer du scénarisé, donc le fait de raconter une histoire. Une forme cas pratique, on n'est pas sur du Curious Game, mais on commence à s'en rapprocher, c'est-à-dire sur jouer une procédure de quelque chose que les apprenants vont rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est pas de vous donner une vision exhaustive sur les possibilités, c'est de vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire
Et dans le cas où vous aurez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous recontacter et on sera en mesure de vous présenter, en tout cas d'appliquer le choix des médias à une situation que vous connaissez peut-être mieux. Donc ça, c'était pour la partie démonstration. Il y a deux petits points qui sont un peu annexes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le premier concerne le présentiel, où en fait, quand on délivre une formation présentielle sur base de, par exemple, PowerPoint, en fait, on s'est rendu compte d'ailleurs au travers de plusieurs projets que certaines des mécaniques qu'on mettait en œuvre pour le e-learning étaient tout aussi applicables au présentiel, on va dire en l'augmentant, notamment en créant des médias pour essayer en début de formation ou sur des notions très complexes de diminuer la charge cognitive de l'apprenant et essayer de mieux lui faire mémoriser un certain nombre de notions. Donc, on est capable, dans du présentiel, de gérer du média, on est capable de gérer des petits e-learning qui peuvent être présentés en présentiel par les formateurs, où on va dérouler un cas pratique, où on va avoir un modèle 3D interactif dans lequel le formateur va pouvoir venir indiquer les pièces, les éléments et donner son discours et son savoir par-dessus. Donc, vraiment, un certain nombre des notions restent applicables au présentiel, même si ce n'est pas forcément suffisant, puisqu'on le sait, en termes de présentiel, il y a aussi les méthodes de dispense de l'information, les activités, des choses comme ça qui sont prises en compte. Et donc, on reste sur quelque chose de quand même relativement différent au e-learning. Le deuxième sujet un peu annexe que je voulais vous présenter, c'était sur la méthodologie, le processus de production, où notamment, je pense, si certains d'entre vous ont pu suivre les premiers webinaires sur la partie analyse design, on vous a dit en partie design, on justifie les moyens pédagogiques et donc on sait en phase de développement ce qu'on va développer. Ce qui est relativement vrai puisqu'on sait, en tout cas on a une idée relativement au niveau de quels moyens pédagogiques on va utiliser. Par contre, relativement souvent, nos clients nous demandent en phase de développement de nous engager sur une enveloppe, on va dire fixe, de coûts de développement. Et ce que je vous ai présenté moi au travers du use case, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas mis les mains dans le contenu pédagogique, ça peut être difficile de définir finement le type de média. Et donc, cette problématique, on l'a rencontrée chez nos clients et nous, on l'adresse de la manière suivante, c'est dans nos offres, à partir des informations qu'on a, on estime une première enveloppe de médias, qui est vraiment une enveloppe de médias pure, sur lequel qui va se baser sur des unités d'œuvre, donc sur le prix d'un média, et on en estime un certain volume, donc on travaille en fait dans une enveloppe à coût limité. Donc vraiment basé sur ces yeux. Par contre, quand on rentre dans la phase de développement, on a une enveloppe de médias qui correspond pour l'instant, par exemple, à 2 visites virtuelles, 6 contenus 3D, 3 animations 3D et un motion design. Par contre, quand on va avancer dans la production, on ne s'interdit pas en fait de dire, oui, certes, j'avais estimé que la visite virtuelle, c'était le meilleur moyen pédagogique pour répondre à cet objectif. Mais en fait, maintenant que j'ai le contenu et que j'ai pu discuter avec les experts, je me rends compte peut-être qu'il faudrait plutôt faire une animation 3D. Et l'avantage de cette enveloppe et de travailler avec des UO, c'est d'être capable de venir remplacer une visite virtuelle par un contenu 3D. Et l'objectif de la phase de développement, c'est par contre de rester dans cette enveloppe de coûts de développement média et de garder cette enveloppe fixe pour ne pas générer de surcoût ou de surprise tout en garantissant la pertinence des moyens pédagogiques développés. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Du coup, je vais rapidement récupérer la main. Donc, il y a une question donc, dans le chat. C'est sur la notion du coup du choix des médias en fonction de l'objectif. Et ben en effet, pour répondre à la question, on part en effet du plan de formation et au regard de tout ça, on a aujourd'hui trois grands points qui sont quel est le mode d'apprentissage, 2, quelle est la criticité du savoir, et enfin 3, quelle est la nature du savoir à passer et la charge cognitive demandée par l'apprenant. Et en fait, ces différents points, donc le 1 et 2, permettent par exemple d'identifier un besoin de théorie pour lesquels certains moyens pédagogiques sont à privilégier pour justement simplifier le savoir en question pour le rendre plus digeste. Ensuite, on a la criticité du savoir, du coup, qui va permettre de jouer sur le média à sélectionner. On va avoir la nature du savoir à passer et la charge cognitive, du coup, demandée par l'apprenant. Et on va jouer du coup également sur le choix du média, la quantité
de l'information à passer aux apprenants. Et le quatrième point, c'est le contexte spécifique de la société. Peut-être qu'il y a déjà eu des échecs sur le learning, le serious game, et qu'il faut éviter à tout prix. Et donc, du coup, ça, c'est des paramètres purement contextuels. Donc ces grands paramètres donc déclinés permettent de raffiner petit à petit le choix du média et qui permettent d'en faire ressortir du coup plus que les autres, soit l'un, soit l'autre. Et c'est comme ça, du coup, qu'on définit petit à petit le média en fonction de l'objectif. Et à noter que je rebondis juste sur ce qu'on a dit, effectivement, il y a aussi un autre paramètre qui est à prendre en compte, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est le budget qu'on a. Si on a un budget illimité, on est capable de développer à peu près n'importe quel média. Par contre, c'est rarement le cas, en fait. Donc, globalement, c'est aussi le jeu de développer le meilleur compromis entre la performance du média, la performance de la solution pédagogique et le coût de développement associé par l'industriel. On a une autre question dans le chat là sur les moyens qui sont le plus commandés, le plus appréciés par nos clients. En fait, c'est difficile de répondre à cette question. Globalement, ce qui marche bien en ce moment quand même, notamment sur les clients industriels et créateurs de systèmes complexes, c'est la visite virtuelle, l'animation 3D. On travaille principalement sur des problématiques qui sont liées à la maintenance, à l'utilisation des systèmes. Et on est dans une période où en fait, les systèmes sont... La formation est créée sur des systèmes qui sont pour l'instant pas disponibles, qui sont toujours en phase de développement. Par contre, ce qui est disponible, c'est la maquette numérique. Donc, en fait, tous les médias qui vont être basés sur de la 3D sont relativement appréciés de nos clients à l'heure actuelle. Et dans ces médias, on va citer tout ce qui est donc réaliste technique. On a les deux niveaux de rendu, mais on a de l'animation 3D, on a de la visite virtuelle, on a les petits objets 3D qu'on vous présentait dans les e-learning. Qui sont tous des médias basés sur 3D, donc qui sont a priori ce qu'on développe le plus en ce moment, tout en jouant avec cette intégration de ces médias dans les formations Storyline, enfin en tout cas dans les modules e-learning, dans les livrables HTML. Typiquement, les visites virtuelles, c'est quelque chose qui est utilisé pour, par exemple, la reproduction de tours inspection de véhicules, où on doit former les opérateurs à un tour qui est très rigoureux, avec des points de contrôle qui sont très définis et sur lequel on doit les connaître par cœur, en fait. Et la visite virtuelle est un bon moyen pédagogique pour répondre à cette problématique. C'est de jouer sur le système ce tour inspection. On a d'autres questions dans le chat, là, dans l'onglet questions sur la partie processus de production. Effectivement, dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, là, on a parlé de la phase de, on va dire, respécification très fine des moyens pédagogiques. Et ensuite, on est directement passé à un module fini. En tout cas, on vous l'a présenté. Effectivement, ce qui manque à cette présentation, en tout cas, on voulait pas appuyer là-dessus, c'était pas pour nous le critère le plus important, mais c'est entre ces deux phases-là, on a une phase de storyboarding où on vient reproduire le module principalement souvent du PowerPoint, en fait, parce que c'est facile à mettre à jour. On vient créer les éléments graphiques, créer les interactions, la navigation dans le module. Et on a cette phase de livrable storyboard pour permettre de projeter nos clients dans leur futur livrable et valider un certain nombre de choses plus finement qui n'auraient malheureusement pas pu être validées au travers de la trame de storyboard. Je ne sais pas si tu arrives à lire. Sur quels critères c'est que le média est adapté pour le premier objectif pour Sur quels critères c'est que le média est adapté pour le budget limite. La VR, alors le use case de la VR. Déjà, il y a un prochain webinaire effectivement qui est sur le sujet. Je pense que les intervenants pourront vous le présenter plus finement que moi, mais pour donner une première réponse à ça, ça va être sur... on va utiliser de la VR sur des procédures sur des savoirs qui sont extrêmement critiques. Donc sur des choses où on n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est du matériel très cher, parce que la procédure est très compliquée à utiliser. Donc c'est principalement des use cases de maintenance, de jouer des procédures de maintenance sur des équipements complexes. En tout cas, c'est beaucoup comme ça qu'on l'a développé chez LGM.
et notamment sur des problématiques de disponibilité du système, c'est-à-dire sur l'entraînement des opérateurs à des procédures de maintenance très complexes sur un système qui est jamais disponible. Donc en fait, globalement, les opérateurs ne peuvent jamais s'entraîner. Et donc là, la VR devient un choix très pertinent dans le développement, puisqu'il permet à n'importe quel moment et en autonomie de venir s'entraîner, se former à la procédure de maintenance. En ce qui concerne la pratique après théorie et quiz, quel support est le plus adapté à la bonne. Alors, je suis pas sûr de bien saisir la question sur la pratique et la théorie. Globalement, quand on développe un e-learning, on va essayer quand même de mélanger un maximum ces méthodes de formation et d'alterner entre théorie et entre pratique. La théorie, en fait, ça va dépendre aussi de la criticité de l'information, en tout cas du volume d'informations qu'on veut retenir. Si c'est simplement avoir des notions, on va plutôt favoriser une théorie. Si on doit vraiment retenir un maximum d'informations et être capable de refaire les manipulations, on va passer sur une partie pratique. Sur les mesures d'acquisition du savoir, je pense que ça aussi, c'est le sujet d'un autre webinaire sur lequel on répondra. C'est lié en fait au niveau du processus ADDIE à la phase d'évaluation, c'est-à-dire le retour sur la pertinence de l'information, qui est gérée au travers du LMS notamment, et également avec un modèle qui s'appelle le modèle de Kirkpatrick et qui est géré à 5 étages, mais je pense que ça vous sera présenté plus en détail au travers d'un second webinaire. Si vous avez des questions, alors on est passé par le chat, donc on arrive à suivre le fil. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, il reste encore quelques minutes. En tout cas, sachez que le prochain webinaire, du coup, ce sera sur la thématique de la réalité virtuelle, justement. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, à y participer. Donc voilà, ça va être vraiment sur disons la partie 2, où là, où il y aura des démos, des use cases sur la RA, sur la RV, et peut-être l'appli 3D, mais ce sera des démonstrations vraiment sur ces éléments-là. Mais du coup, le webinaire devrait se terminer. J'espère qu'on a pu répondre du coup à toutes vos questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou si vous avez des choses que vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à nous contacter. On y répondra sans souci. Et puis voilà, on a la Training Factory qui vient de réouvrir. Il y a sur LinkedIn un billet, un billet qui est passé aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir la découvrir, à prendre rendez-vous. On sera très heureux de vous recevoir.